Monsieur le représentant du maire de Louga, Monsieur Ismaïla Mbengue Fall, Monsieur le secrétaire général du conseil départemental, Monsieur Ba, Monsieur le professeur, l'éminent professeur et proviseur du cours privé des Lumières, Monsieur Dia, qui a été mon professeur au lycée Malick Sall. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Monsieur El Hadj Moudougaï, également adjoint au maire. Cher professeur, Monsieur l'inspecteur de la jeunesse, l'inspecteur régional de la jeunesse, Monsieur le directeur du CEDEPS, chers collègues professeurs, chers élèves, bonjour. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons une très belle occasion de fêter l'esprit. À quelques semaines du bac, je crois que le moment ne pouvait être plus opportun qu'aujourd'hui pour revisiter un peu le programme de philosophie. Et j'aurai l'honneur de vous présenter une partie du domaine 2. Vous savez que la philosophie, comme l'a dit le CPI, est divisée en 4 domaines. Il y a le domaine 1, la réflexion philosophique, le domaine 2, intitulé vie sociale, le domaine 3, épistémologie, c'est-à-dire la réflexion philosophique sur les sciences, et le domaine 4, esthétique ou art. Alors donc, je vais très rapidement introduire le domaine 2. Et le domaine 2 est intitulé vie sociale. Et je crois que tout ce qui a été dit depuis le départ jusque-là, on a un peu revisité l'histoire même de la philosophie, la question des origines historiques et des origines causales. Et que véritablement, dans la conception de Socrate même, nous entrons dans les véritables questions philosophiques avec le domaine 2. Mais ce sera également l'occasion, avec ce domaine 2, d'essayer de mieux comprendre l'homme. Parce que dans ce domaine 2, nous allons d'abord introduire par nature et culture. Or, parler de nature et de culture revient à s'interroger sur l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Et cette question est une question à la fois philosophique et métaphysique, mais une question très ancienne qui date de l'Antiquité et que les philosophes même étaient divisés là-dessus parce que plusieurs réponses ont été apportées par rapport à ça. Mais l'étude des notions de nature et de culture pourrait nous permettre de comprendre véritablement l'existence humaine, c'est-à-dire qu'est-ce que l'homme et tout ce qui gravite autour de l'homme. Mais ce sera une très belle occasion également de comprendre ce que j'appelle aujourd'hui la géopolitique mondiale actuelle, c'est-à-dire la situation du monde à l'heure actuelle, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'heure actuelle, le monde est secoué par beaucoup de problèmes, mais vous allez vous rendre compte que l'essentiel des problèmes du monde à l'heure actuelle tourne autour des questions culturelles. Dans beaucoup de contrées, nous avons des problèmes, nous avons des guerres, mais c'est lié en quelque sorte à des problèmes de culture. D'abord, je m'en vais pour élucider les notions de nature et de culture. Qu'est-ce que la nature? La nature vient du mot latin natura, qui provient d'un verbe latin nascor, qui signifie naître avec, ou en tout cas ce qui préexiste à l'homme. Et donc la nature, c'est tout ce que l'homme a trouvé sur terre en venant au monde. Tout ce qui existe indépendamment de la volonté de l'homme. Autrement dit, tout ce qui existe et que l'homme n'a pas inventé. Et donc quelqu'un comme Albert Jaguar dira que la nature, c'est le déjà là. C'est tout ce que l'homme a trouvé sur terre en venant au monde, tout ce qu'il n'a pas inventé. Et tout ce qui demeure fixe et identique malgré les efforts de l'homme. Alors que la culture provient du mot cultura, qui signifie mettre en valeur quelque chose. Mais la notion de culture est une notion polysémique. Autrement dit, c'est une notion qui revêt une charge sémantique plurielle, qui peut avoir plusieurs sens selon les contextes. Parce qu'on parle de culture des plantes. On peut parler de la culture en parlant des plantes. On peut parler de culture du corps.
ce que les jeunes font aujourd'hui, c'est-à-dire le bodybuilding. Quand quelqu'un fait des entraînements pour développer son corps. Culture du corps. Mais également, on peut parler de culture de l'esprit. Quelqu'un qui cherche à être cultivé, à avoir des connaissances dans tous les domaines. Mais généralement, lorsqu'on parle de culture, parce que la culture, contrairement à la nature, c'est tout ce que l'homme va inventer par la suite sur la nature. Tout ce que l'homme a acquis au cours de son histoire. Et donc, le plus souvent maintenant, quand on parle de culture dans le domaine philosophique, on parle de culture en tant que synonyme de civilisation. C'est-à-dire, en tant que synonyme d'une manière de vivre, une manière de penser. Et c'est ce que les Américains appellent way of life, une manière de vivre. Et quelqu'un comme Georges Bataille va définir la culture comme l'ensemble des outils et des objets fabriqués par l'homme. Autrement dit, tout ce que l'homme a créé sur Terre relève de la culture. Donc vous voyez que la culture est extrêmement vaste. Mais Guy Rocher, dans son ouvrage intitulé Action sociale, définit la culture comme l'ensemble des manières de penser, d'agir et de sentir propres à une société à un moment donné de son histoire. Donc vous voyez que maintenant, la culture est souvent mal perçue à cause du relativisme culturel. Vous devez comprendre que on ne peut pas avoir la même culture selon différents endroits, selon les sociétés. C'est pourquoi on dira que la culture varie d'une société à l'autre. Parce que ce qui est culture ici au Sénégal ne l'est pas forcément ailleurs, par exemple au Mali. Ça ne l'est pas au Rwanda. Ce n'est pas la même culture que les Américains ont. Ce n'est pas également la même culture que les Français ont. L'état de nature est caractérisé par la violence. C'est un état de guerre de tous contre chacun. Cette situation maintenant de guerre est engendrée par le fait qu'il y a la rareté des ressources. Il n'y a pas suffisamment de nourriture dans la nature et que les hommes vont rivaliser ces nourritures-là, ce qui va entraîner une compétition extrêmement féroce entre les hommes parce qu'il y aura la loi du plus fort. Et cette situation infernale est traduite par Thomas Hobbes en latin lorsqu'il dit homo homini lupus, c'est-à-dire que dans l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme. Autrement dit, l'homme est un animal extrêmement dangereux pour son prochain. Parce que dans l'état de nature, les plus forts n'hésitent jamais à écraser les plus faibles. Pourquoi cela? Parce que dans l'état de nature, il n'y a pas suffisamment de nourriture. Et s'il n'y a pas suffisamment de nourriture, les gens vont rivaliser les ressources qui existent dans la nature. Et c'est cela maintenant qui va engendrer la violence. C'est ce qu'on appelle l'instinct de survie. Je ne peux pas avoir faim. Et tout d'un coup, je vois par exemple Omar Sock passer ici avec beaucoup de nourriture. Non, je ne vais pas le laisser passer. Parce qu'il y va de ma vie. Parce que si je ne mange pas, je risque de mourir. Alors, si je suis plus fort que Omar, alors je vais lui appliquer la loi du plus fort pour pouvoir survivre. Et donc, selon Thomas Hobbes, c'est ça qui a prévalu dans l'état de nature. Mais, conscients du danger que représente l'état de nature, les hommes ont finalement décidé de renoncer à l'état de nature pour aller vivre en société. Et c'est cela qui a conduit les hommes à quitter l'état de nature pour entrer dans l'état de société. Pourquoi? Pour sauver l'espèce humaine. Parce que si on ne le faisait pas, c'est l'espèce humaine qui risquait de périr jusqu'à l'extinction. Alors que chez Rousseau, lui, il prend la contradiction de Thomas Hobbes. Il ne donne pas le même contenu, il n'a pas la même, en tout cas, il n'a pas la même vision que Thomas Hobbes par rapport à l'état de nature. Parce que pour Rousseau, l'état de nature, c'était un état idyllique, paradisiaque. C'est-à-dire, c'était un état qui représentait, qui ressemblait à un paradis terrestre. Pourquoi il dit que cet état était presque un paradis? Parce que l'homme avait une liberté totale qu'on appelle licence. Et il n'avait pas besoin de faire des achats pour se nourrir. Tout était gratuit pour lui. Pour manger, il fallait cueillir les fruits qui se trouvaient dans la nature ou poursuivre un gibier. Pour boire, c'était au pied de la rivière ou au marigot. Et pour dormir,
Il n'y avait pas de maison, c'était au pied de la montagne, ou en tout cas sous l'arbre. Donc tout était gratuit pour l'homme. Il n'y avait ni de facture d'eau, ni de facture d'électricité. Alors l'homme, Rousseau considère que cette situation-là ressemblait au paradis sur terre. Mais donc la question qu'on devrait poser à Rousseau, pourquoi donc les hommes ont renoncé à cette vie paradisiaque pour vivre en société? Parce que dans l'état de nature chez Rousseau, l'homme n'avait pas besoin de ses semblables. L'homme n'avait pas besoin de l'aide ou du soutien de l'homme, parce que la nature pourvoyait aux besoins de l'homme. La nature satisfaisait l'homme à tout point de vue. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, la question qu'il faudrait poser à Rousseau, pourquoi donc les hommes ont renoncé à cette manière de vivre paradisiaque pour entrer dans la vie en société? Parce que Rousseau nous dit que dans cet état de nature, il y avait la paix, il y avait la liberté, il y avait la stabilité, mais cette paix était précaire. C'est-à-dire que cette paix, cette liberté et cette stabilité pouvaient être de courte durée. Parce que Rousseau nous avertit que le jour où il y aura catastrophe naturelle, par exemple le jour où il y aura sécheresse, feu de brousse ou en tout cas une calamité naturelle, il manquera de nourriture dans la brousse. Et quand il manquera de nourriture dans la brousse, les gens vont retourner dans la situation que Thomas Hobbes était en train de décrire. C'est-à-dire, il y aura la loi du plus fort, parce que les gens vont rivaliser les ressources. Et à partir de ce moment, ce sera la loi du plus fort qui sera appliquée. Les plus forts vont écraser les plus faibles. Donc à tout moment, on pouvait retourner dans la violence. Et voilà pourquoi, selon Rousseau, c'est cette nécessité-là qui a poussé les hommes à vouloir entrer en société. Parce que la vie en société est plus sûre, parce que la liberté est finalement garantie par la société. Il y aura un souverain à qui on va confier, en tout cas la société, et c'est ce souverain-là qui va défendre tout le monde. Et cette situation est beaucoup plus sûre. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'homme est un animal social. C'est-à-dire, comme l'a dit Aristote, l'homme est un animal politique qui ne peut vivre que par la société et dans la société. Parce que hors de la société, l'homme est incapable d'une conduite humaine. Et l'exemple des enfants sauvages de Lucien Malson, Amala et Kamala, démontre de manière éloquente que hors de la société, nous sommes même incapables de développer une conduite humaine. Qu'est-ce qui se passe pour ces enfants-là? C'est des enfants qui, dès leur naissance, ont été jetés en forêt. Et ces enfants ont grandi dans un milieu de loups. Et ayant grandi dans ce milieu de loups, ces enfants ne pouvaient pas parler. Parce qu'ils étaient dans un milieu animal. Ils n'ont pas appris même à marcher. Et finalement, ces enfants non seulement avaient perdu la parole, mais ces enfants avaient perdu même la station debout. Ils ne pouvaient pas marcher même comme des hommes. Et Lucien Malson en tire la conclusion selon laquelle la société est incontournable quant à l'éducation de l'homme. La société est le cadre idéal pour faire un homme. D'ailleurs, c'est pour cette raison souvent que l'on vous donne des sujets du genre: l'homme n'est-il pas le produit de la société? L'homme est-il ce que la société fait de lui? Effectivement, parce que la société joue un grand rôle dans l'éducation et dans la civilisation de l'homme. Parce que la société met en place des valeurs, des règles. Et l'homme qui est dans la société, on lui inculque des valeurs. Il se soumet à des règles qui vont lui dicter un comportement et une conduite à tenir. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle quand vous avez un comportement qui respecte les règles établies dans la société, on dira que vous êtes normal, vous avez un comportement normal. Et quand vous transgressez à longueur de journée les lois qui sont établies dans la société, quand vous violez les règles qui sont dans la société, le plus souvent on considère que vous avez un comportement anormal. Et donc, vous voyez que l'individu est souvent en conflit avec la société. Parce que lui, il est un être de désir. Il ne pense qu'à satisfaire ses désirs, ses passions. Il ne pense qu'à sa propre liberté. Or, le plus souvent, la société pose des bornes, la société pose des limites, c'est-à-dire la société pose des règles, des lois qui l'empêchent
de se laisser aller à ses instincts. Et c'est ce qui engendre le plus souvent le conflit entre l'homme et la société. Parce que l'homme considère que la société est contraignante. Il y a beaucoup de contraintes dans la société. Et même d'aucuns considèrent que la société elle-même nous empêche même de nous épanouir. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été donnés dans ce sens au cours de l'année. Oui, merci. Alors, mais la question fondamentale qu'il faudrait également se poser, c'est la question de la diversité culturelle, les différences de culture qui existent. Et vous allez constater que les différences de culture qui existent entre les peuples sont à l'origine de beaucoup de discriminations, telles que le racisme, la xénophobie, l'intolérance religieuse, le mépris culturel, etc. Pourquoi? Parce que nous avons tendance à considérer l'autre qui n'est pas de notre culture comme un étranger, un barbare, quelqu'un qui n'est pas civilisé. Par exemple, vous voyez quelqu'un qui vient par exemple du Rwanda. Sa manière de s'habiller nous impressionne. Peut-être sa manière de se comporter parfois nous donne en tout cas une mauvaise impression. Alors que lui, ce qu'il fait, c'est en phase avec sa culture. Et nous avons tendance, nous, à le regarder comme un étranger. Et c'est ça qui va engendrer beaucoup de problèmes dans les relations entre les hommes de cultures différentes. Prenons l'exemple du Rwanda. De 1994 à 1998, il y a eu une guerre ethnique qui a emporté plus de 800 000 personnes au Rwanda. Pourquoi? Parce que c'était une guerre entre deux ethnies, entre les Hutus et les Tutsis. Parce qu'un journaliste s'est levé et a déclaré un jour dans une radio qu'on appelle la radio des Mille Collines que les Hutus sont en train de tuer les Tutsis. Les Tutsis également se sont préparés et une guerre entre deux ethnies a éclaté et a duré pendant 4 longues années. Et cela a emporté plus de 800 000 personnes. Et donc vous voyez que souvent les problèmes culturels, les différences de culture engendrent souvent des difficultés et conduisent souvent à des divergences extrêmement énormes. C'est ce que d'ailleurs un auteur qu'on appelle Amin Malouf, c'est ce qu'il dit dans son livre intitulé Les identités meurtrières. Il y a 3 types de conflits que nous devons éviter dans un pays. Ce sont les conflits ethniques. Et vous vous rendez compte que les conflits ethniques peuvent très rapidement brûler un pays. Ce sont des conflits qui proviennent des terres. Les conflits fonciers également peuvent très rapidement embraser un pays. Mais également, il y a également d'autres types de conflits de ce genre. C'est la raison pour laquelle quand il y a ces problèmes-là, des problèmes de terre réclamés par des ethnies ou bien par des paysans, ou quand il y a des problèmes de culture qui se posent entre deux ethnies en tout cas, le plus souvent, vous voyez que la gendarmerie intervient parce que c'est des problèmes qui peuvent dégénérer d'un moment à l'autre. Or, la diversité culturelle que l'on considère souvent comme un facteur d'éloignement entre les peuples, qui éloigne les peuples, c'est parce que tout simplement la diversité culturelle est mal comprise. Parce que si nous comprenons exactement qu'est-ce qui est à l'origine de la diversité culturelle, peut-être qu'on pouvait même éviter ces genres de problèmes. Et d'ailleurs, le président Abdou Diouf, l'ex-président de la République du Sénégal, secrétaire général de la francophonie, disait que la diversité culturelle, c'est l'expression, doit être comprise comme l'expression de la richesse, de la créativité et de la fécondité des peuples. Ça montre quoi? Ça montre que les peuples, partout où ils sont, les peuples sont capables d'inventer une manière de vivre. Et c'est ça simplement qui constitue la diversité culturelle. C'est la raison pour laquelle quelqu'un comme Martin Toa dira que les différences culturelles et raciales sont inessentielles et ne devraient pas constituer des barrières infranchissables entre les peuples. Donc voilà pour l'essentiel ce que je voulais dire par rapport à nature et culture, et je m'en vais très rapidement vous entretenir du travail. Le travail est la première forme de rapport entre l'homme et la nature. Le travail a permis à l'homme
de contourner l'hostilité et l'adversité de la nature. C'est pourquoi quelqu'un comme Jürgen Habermas dira que le travail est une activité rationnelle destinée à la satisfaction d'un besoin. Mais la question fondamentale, ou en tout cas la problématique essentielle, c'est que le travail est perçu différemment au cours de l'histoire. Parce que s'il y en a qui ont une vision positive du travail, il y a d'autres penseurs qui ont une vision négative du travail. Pourquoi certains ont une vision positive du travail, d'autres une vision négative? D'abord, permettez-moi de remonter un peu l'historique du travail. Depuis quand l'homme a commencé à travailler? Parce qu'en réalité, l'homme n'a pas toujours travaillé. Au départ, l'homme était déjà au paradis, au jardin d'Éden. Ce n'est que par la suite que Dieu l'a sorti du paradis pour l'amener sur terre. Mais pourquoi? Parce que Adam et Ève étaient déjà au paradis et Dieu leur avait tout donné au paradis. Mais il leur avait demandé simplement de ne pas toucher à un arbre qui se trouve au jardin d'Éden, le pommier. Mais comme l'homme est un animal curieux par nature, l'homme est naturellement curieux. Nous tous, nous sommes curieux par nature. Mais par contre, il y a deux types de curiosité. Il y a la curiosité intellectuelle, mais également la curiosité sociale. Mais la curiosité intellectuelle est une bonne chose. Alors, mais par curiosité, Adam et Ève ont touché, ont cueilli une pomme et ils l'ont découpée en deux. Ils l'ont mangée. Malheureusement pour Adam, la pomme n'est pas passée, c'est calé au niveau du gorge. Et c'est ce qui nous vaut aujourd'hui à nous tous, les hommes, ce qu'on appelle pomme d'Adam. Et j'ai l'habitude de dire à mes élèves, cette boule-là qu'on trouve ici. Mais il se trouve que Eva avait déjà avalé sa pomme. Alors, et paraîtrait-il que même c'est cela aujourd'hui qui est à l'origine des menstrues chez les filles. Et après ce péché originel, parce qu'ils ont bravé l'interdiction de Dieu, Adam et Ève ont bravé l'interdiction de Dieu. Et après le péché originel, Dieu s'est adressé à Adam de cette manière, en ces termes en tout cas. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu avais été pris. Et à Ève, tu enfanteras dans la douleur. Et donc, le travail apparaît donc comme une punition, une sanction que Dieu a infligée à l'homme à la suite du péché originel. C'est peut-être cela qui explique que certains ont une vision négative du travail. Mais également, le travail, d'un point de vue étymologique, vient du mot tripalium. Le tripalium, qu'est-ce que c'est? C'est un instrument de torture, un trépied, un instrument qui a 3 pieds et qui était destiné à maintenir les animaux rétifs et dangereux, et parfois même les esclaves dangereux. Dans la conception religieuse chrétienne, quelqu'un comme Saint Paul considère que le travail est un fardeau que tout homme doit supporter jusqu'à la fin de ses jours. Et compte tenu de tout cela, on comprend aisément pourquoi certains ont une vision négative du travail. Mais la question également qu'il faudrait se poser, le travail ne peut-il pas être un moyen de libération pour l'homme? Le travail n'est-il pas souvent également une source d'aliénation? Le travail est un moyen de libération pour l'homme. Parce que c'est par le travail que l'homme va se libérer de la nature. Le travail est une activité de transformation intelligente de la nature. C'est par le travail que l'homme va exploiter la nature pour devenir, comme le dit l'expression de Descartes, maître et possesseur de la nature. Le travail, c'est l'expression même de l'intelligence de l'homme. Et en travaillant, l'homme développe des qualités physiques, des qualités morales et des qualités, en tout cas des qualités humaines. Parce qu'en travaillant, non seulement je développe mon corps, mais également le travail me permet de satisfaire des besoins sociaux. Le travail cultive en l'homme
certaines qualités humaines telles que l'habileté, l'endurance, le courage, la persévérance. C'est la raison pour laquelle quelqu'un comme Hegel considère que le travail forme l'homme. Et Emmanuel Mounier dira dans ce sens que tout travail à faire homme en même temps qu'un objet. Donc nous voyons que finalement l'homme s'est libéré de la dépendance des uns et des autres, mais également de la dépendance de la nature par le travail. Le travail permet de relever le statut de l'homme. Le travail confère à l'homme une certaine personnalité, une certaine dignité. Et vous allez vous rendre compte que dès que vous commencez à travailler, votre statut social change. Dès que vous commencez à travailler, vos rapports, même avec vos parents, commencent à changer. Parce que jusque-là, ce sont vos parents qui décidaient à la maison. Mais désormais, parce que vous avez commencé à travailler, désormais, parce que vous êtes considéré comme un responsable et une personnalité à la maison, rien ne se fera plus sans vous. Vous serez associé à toutes les décisions qui se prendront à la maison. Mais au-delà de ça, sur le plan moral, le travail apparaît comme une exigence sociale. C'est-à-dire que tout individu doit nécessairement travailler. C'est une exigence sociale parce que toutes les sociétés qui se sont développées aujourd'hui se sont développées par le travail. Mais également, le travail, c'est un devoir vis-à-vis des parents, mais également c'est une dette. C'est un devoir vis-à-vis de la société, mais une dette vis-à-vis des parents. Parce que tout ce que nous voulons, nous trouvons ça dans la société. Mais qui l'a amené dans la société? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé pour apporter ce produit-là dans la société. Par exemple, quand vous allez au marché, avec votre argent, vous pouvez acheter tout ce dont vous avez besoin. Mais cela, c'est parce qu'il y a un paysan qui a travaillé pour amener ça. C'est parce qu'il y a un éleveur qui a travaillé. C'est parce qu'il y a peut-être un tailleur qui a travaillé pour vous faire ça. Maintenant, vous, quelle est votre contribution dans la société? C'est pourquoi je dis que c'est un devoir pour chaque individu dans la société d'apporter sa contribution dans la société. Le travail est également une dette vis-à-vis des parents. Et vous tous, vous avez cette dette sur votre cou. Pourquoi? Parce que vous avez été enfant. Et depuis lors, ce sont des parents qui ont travaillé pour vous entretenir, pour vous éduquer, n'est-ce pas? Pour vous soigner quand vous êtes malade. Mais quand les parents seront en retraite et dans la vieillesse, mais qui va faire ça pour eux? C'est à nous maintenant de travailler pour rendre cette dette. Voilà pourquoi je dis que le travail est une dette que nous devons rendre. Mais également sur le plan religieux, le travail apparaît comme une prière. Parce que dans les différentes religions révélées, le travail apparaît comme la voie du salut terrestre et divin. Parce que si vous voulez atteindre le bonheur sur terre, il faudra accepter de travailler. Mais également, le travail est une forme de prière. Parce que également, si vous voulez avoir le salut divin, il faudra travailler. Mais le travail n'a pas seulement des aspects positifs. La notion du travail va subir d'énormes critiques parce que d'aucuns considèrent que le travail est une véritable source d'aliénation. Mais qu'est-ce que l'aliénation? L'aliénation, c'est un processus de dénaturation. C'est-à-dire, c'est un processus de transformation négative de l'individu. Effectivement, le travail peut être considéré comme une source d'aliénation parce que déjà quelqu'un comme Karl Marx considère que dans le travail, les rapports ne sont pas équilibrés parce que le travail apparaît comme une exploitation de l'homme par l'homme. Pourquoi? Parce que l'ouvrier qui vient à l'usine pour demander du travail, qu'est-ce qu'il apporte à l'usine? Il n'est pas propriétaire de l'usine, il n'a pas d'argent, il n'a pas de capital, il n'a pas d'outils. Mais quand il se présente à l'usine, il apporte sa force musculaire. Donc l'ouvrier, lui, il vient à l'usine pour vendre sa force en échange parfois contre des miettes. Et c'est en cela que Marx considère le travail comme une exploitation de l'homme par l'homme. Mais également, dans les sociétés capitalistes industrialisées, il y a une forme de travail qui aliène l'homme. C'est avec les méthodes comme la standardisation et la taylorisation, avec le travail en chaîne. Mais l'homme est transformé en robot. Le travail devient un travail presque animal.
Pourquoi? Parce que l'ouvrier, durant toute la journée, il se cantonne à faire un seul geste. Tu vois un ouvrier qui presque toute l'année, son seul travail dans l'usine, c'est de fermer des bouteilles. Et ce geste-là, qui est un geste stupide et idiot, finira par aliéner l'ouvrier. Mais Hannah Arendt, c'est une femme philosophe, considère que même le fait que l'ouvrier travaille avec une machine à côté, en rapport avec une machine qui roule avec une vitesse supérieure, une machine qui ne ressent pas la fatigue, et avec un rythme soutenu et infernal, moi je suis obligé de suivre le rythme de la machine. Et Hannah Arendt considère également que cela également est une forme d'aliénation du travail. Donc, sur toute la ligne, on peut se rendre compte que le travail peut mutiler l'homme, le travail peut déformer l'homme. Et quelqu'un comme George Friedman, n'est-ce pas, dans son ouvrage intitulé Le travail en miettes, nous dit clairement que le travail mutile l'homme. Mais dans la conception marxiste, plus l'ouvrier travaille, plus l'ouvrier met de la force dans son travail, il perd sa force. Plus il met de la valeur, il perd sa valeur. Plus il met de la puissance dans son travail, l'ouvrier perd sa puissance. Et finalement, Marx finira par dire que le travail est perte de soi. C'est-à-dire que le travail conduit à la perte de l'homme. Et donc, en conséquence, le travail apparaît véritablement comme une source d'aliénation. Mais si le travail exprime la grandeur de l'homme à travers la libération, le travail également peut constituer la misère de l'homme à travers l'aliénation. Alors, il y a également un autre fait culturel, c'est le langage. Le langage, le plus souvent, on définit l'homme par beaucoup de qualificatifs. Souvent, on considère, par exemple, quelqu'un comme Marx considère que l'homme est un animal travaillant. Pour Bergson, l'homme est un animal riant. Pour Descartes, l'homme est un animal pensant. Mais on pourrait plus définir l'homme comme un animal parlant, parce que l'homme est le seul animal qui a la parole. Et donc le travail apparaît comme une spécificité humaine. Le travail est l'apanage de l'homme, parce que l'homme est le seul animal capable. Non, je veux dire le langage. L'homme est le seul animal capable de parler. Mais les problématiques essentielles qui apparaissent à travers cette partie, le travail, le langage, excusez-moi, le langage est-il une spécificité humaine? Autrement dit, peut-on considérer le langage comme le propre de l'homme? Autrement dit, l'homme est-il le seul animal capable de parler? Mais également, nous pouvons analyser la problématique du langage à travers les rapports entre la pensée et le langage. Quel rapport existe-t-il entre pensée et langage? D'abord, le langage est une particularité humaine. Le langage est le monopole de l'homme. Le langage est une spécificité humaine. Le langage est l'apanage de l'homme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que l'homme est le seul animal capable de parler. Cette idée a été contestée et remise en cause par certains penseurs, parmi lesquels on peut dire Karl von Frisch. Pourquoi Karl von Frisch récuse le langage comme monopole de l'homme? Parce que Karl von Frisch est parti de l'exemple des abeilles. Il est parti de l'exemple des abeilles et des abeilles bitumeuses. Qu'est-ce qui se passe chez les abeilles? Quand une abeille voit les grains de pollen quelque part, l'abeille bitumeuse revient vers la ruche. Et quand l'abeille revient vers la ruche, c'est pour annoncer aux autres abeilles qu'elle a découvert des grains de pollen quelque part. Et comment l'abeille va annoncer ça aux autres abeilles? Par une danse gestuelle. Une danse en forme de 8, une danse gestuelle. Et à travers ce geste, plus le cercle des 8 est élargi, plus on comprend que la distance est éloignée. Donc cette danse gestuelle renseigne sur la distance, la direction et l'endroit où se trouvent les grains de pollen. Mais pour autant, est-ce qu'à partir de cet exemple, on peut considérer que les animaux parlent, ou en tout cas l'abeille parle? Non.
on préfère parler de communication animale. Certes, il y a une communication, mais il n'y a pas un langage tel que nous le voyons chez les hommes. Parce que le langage chez l'homme, d'abord, suppose un dialogue. J'utilise des mots, je te parle, tu comprends et tu me réponds par des mots. Or, chez l'animal, l'animal réagit par automatisme et par instinct. C'est-à-dire, l'abeille fait un geste, les autres abeilles comprennent ce que l'abeille veut dire et après, l'abeille réagit. Je peux prendre un autre exemple. Prenons l'exemple chez les moutons. Par exemple, quand vous attachez une brebis ici, quand l'agneau sort, le petit du mouton, le mouton bêle et la brebis revient. Mais vous n'avez jamais entendu un mouton utiliser un langage et l'agneau qui est dehors répond par un autre langage. Non. Il fait un signe et l'agneau revient. Et donc ça ne peut pas être considéré comme un langage parce que déjà il y a des limites par rapport à ce langage, à cette communication animale. Les limites c'est quoi? C'est qu'il faut nécessairement de la lumière, mais il faut également des gestes. Or, le langage chez l'homme ne nécessite pas de la lumière. Nous pouvons parler dans l'obscurité, mais nous pouvons parler également sans faire de gestes. Donc ce que Carl von Frisch essaie d'appeler langage, ce n'est pas un langage, mais peut-être on peut l'appeler une communication animale. Alors, si nous étudions les rapports entre le langage, parce qu'en réalité, le langage humain suppose un dialogue. C'est un échange de paroles entre deux individus. Et encore, ce qui fait même la distinction, c'est que le langage humain repose fondamentalement sur la pensée. Ce qui m'amène à étudier les rapports entre le langage et la pensée. Quel rapport existe-t-il entre langage et pensée? D'abord, il y a un premier rapport que j'appellerai un rapport de temporalité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui précède entre le langage et la pensée? Et après, ce sont les pensées qui viennent. Il y a une première réponse. La première réponse, c'est quoi? C'est que l'homme pense sa parole d'abord avant de parler sa parole. Il a une pensée. Il réfléchit et après il le traduit par des mots. Et c'est ce qui a amené quelqu'un comme Bonal à dire l'homme pense sa parole avant de parler sa parole. On pense d'abord et après on parle. Mais cette position de Bonal sera soutenue par Boileau lorsqu'il déclare que ce qui se conçoit bien s'annonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Donc on voit que par rapport à cela, c'est la pensée d'abord qui précède et ensuite le langage. Par contre, cette position également a été battue en brèche par certains penseurs qui considèrent que langage et pensée arrivent de manière simultanée. Autrement dit, c'est au moment de penser que, c'est au moment de parler que les pensées arrivent. Il y a aussi cette hypothèse. Parfois, vous commencez à parler, mais vous n'avez pas encore la pensée claire, vous n'avez pas encore les mots, et c'est en parlant parfois que vous cherchez les mots. Et à partir de ce moment, on dira que langage et pensée arrivent de manière simultanée. Mais advienne que pourra, il faudra retenir que langage et pensée sont intimement liés. Et quelqu'un comme Émile Belvedis nous dira que langage et pensée sont intimement liés comme le recto et le verso d'une même feuille de papier. Donc finalement, langage et pensée sont inséparables. On ne peut pas faire un langage sans pensée. Mais l'autre problématique, c'est quoi? C'est le problème de l'adéquation. Le problème de l'adéquation entre langage et pensée. Autrement dit, le langage permet-il d'exprimer les pensées de l'homme? Et j'ai l'habitude de piéger mes élèves à ce niveau pour leur demander est-ce que le langage exprime la pensée? Parce qu'il y a deux questions différentes. Le langage exprime-t-il la pensée? Mais bien évidemment oui, le langage permet d'exprimer la pensée. D'ailleurs, c'est le principal moyen pour exprimer la pensée. Parce que moi, si je peux comprendre votre pensée, le plus souvent, c'est grâce au langage. Mais le langage, l'autre question, le langage, c'est pourquoi les élèves doivent faire très bien attention par rapport au sujet qu'on leur donne. Par exemple, quand je dis le langage
permet-il d'exprimer fidèlement la pensée de l'homme? Là, il y a une nuance. Ça veut dire que le langage permet d'exprimer la pensée de l'homme, mais est-ce que le langage exprime toujours fidèlement la pensée de l'homme? Non. Parfois, le langage trahit la pensée. Parfois, j'ai des pensées dans ma tête, mais au moment de les dire, je dis autre chose que ce que j'ai pensé dans ma tête. Et en ce moment, quelqu'un comme Wittgenstein dira que le langage travestit la pensée. Maintenant, qu'est-ce qui est à l'origine de ça? C'est ça qu'il faut chercher. Qu'est-ce qui parfois fait que j'ai des pensées, mais au moment de les dire, je dis autre chose que ce que j'ai dans ma tête? C'est parce que parfois, il me manque les mots. Parfois, je n'ai pas le vocabulaire nécessaire. J'ai les idées, mais je ne trouve pas les mots adéquats pour exprimer ces idées. C'est ce qui fait que parfois vous parlez avec votre ami, vous lui expliquez quelque chose, et après lui, il comprend autre chose. Vous lui dites non, je ne veux pas dire ça. Parce que tu n'as pas encore utilisé le mot adéquat. N'est-ce pas? Alors, mais parfois également, il y a un autre problème, c'est que parfois, nous avons des pensées qui sont inexprimables. Autrement dit, nous avons des pensées que nous ne parvenons pas à exprimer par le langage. Parce qu'en réalité, à travers les pensées, il y a des pensées obscures, il y a des pensées qui ne sont pas claires, et en voulant les exprimer, vous risquez de dérailler, vous risquez de dire autre chose que ce que vous pensez. Donc, c'est ce que également Wittgenstein appelle l'ineffable. Parce qu'on ne peut pas tout dire. Et d'ailleurs, en tout cas, souvent on demande aux élèves, il y a des sujets qui vont dans ce sens. Peut-on tout dire? Bien évidemment, on ne peut pas tout dire. Parce qu'il y a des pensées qui échappent à toute possibilité d'expression langagère. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que langage et pensée sont indissociables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les séparer. Parce qu'un langage sans pensée, c'est comme un corps que son âme a quitté. Une pensée sans langage revient à un dialogue intérieur, c'est un murmure intérieur. Et donc, voilà pour l'essentiel ce que je voulais dire par rapport à ces chapitres-là. Je vous remercie.